Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Cette présentation va porter sur l'articulation de l'épaule et l'articulation de l'épaule, on va diviser donc la présentation en deux parties. Cette première partie concernera la cinématique articulaire et dans une seconde présentation, nous étudierons l'action des différents muscles qui montent l'articulation de l'épaule. Donc, commençons maintenant avec la cinématique articulaire. Et la première chose qu'il faut dire, c'est qu'en fait, quand on parle de l'articulation de l'épaule, on parle en fait de 4 articulations. Il y a tout d'abord l'articulation, si je démarre depuis le sternum, il y a l'articulation sternoclaviculaire, qui est donc une articulation entre le sternum et la clavicule. Ensuite, de l'autre côté de la clavicule, nous avons l'articulation acromioclaviculaire qui donc relie la clavicule à l'omoplate. Et nous avons ensuite une articulation qu'on appellera scapulothoracique, qui n'est pas une vraie articulation, mais qui est le fait que l'omoplate va pouvoir bouger le long du gril costal. Et donc, il y a une dernière articulation qui est l'articulation gléno-humérale, appelée aussi articulation scapulo-humérale, et qui est donc l'articulation entre l'omoplate et l'humérus. Et donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'en fait, l'omoplate, chez la plupart des animaux, n'est pas relié au reste du corps, et que donc l'homme est un des seuls, ou pas le seul, mais un des rares animaux qui possède un os qui relie l'omoplate au reste du squelette. Et donc, commençons maintenant par étudier les mouvements de l'articulation sternoclaviculaire. Donc, l'articulation sternoclaviculaire est une articulation de type toroïde, où les deux surfaces articulaires ont la forme d'une selle de cheval qui s'emboîte, comme c'est illustré sur la figure ici. Alors, la forme de cette articulation va lui permettre de bouger suivant 3 degrés de liberté. Le premier degré de liberté est l'antépulsion rétropulsion qui va se faire autour d'un axe vertical, et l'amplitude de cette antépulsion est de l'ordre de 20-30 degrés, alors que la rétropulsion a une amplitude d'environ 10 degrés. Vous avez ensuite un deuxième degré de liberté qui est l'élévation et l'abaissement de la clavicule, qui donc se fait autour d'un axe antéro-postérieur, et qui a l'élévation va permettre environ un angle de 25 à 30 degrés, c'est-à-dire que l'extrémité de la clavicule pourra monter d'une dizaine de centimètres, et l'abaissement a lui un angle maximum de l'ordre de 10 degrés, c'est-à-dire que la clavicule, l'extrémité de la clavicule s'abaissait d'environ 3 cm. Et puis vous avez aussi la rotation qui se fait autour de l'axe longitudinal de la clavicule, et qui a surtout un mouvement de rotation postérieur qui est de l'ordre de 20-25 degrés maximum. Analysons maintenant l'articulation acromioclaviculaire. Cette articulation est une articulation plane qu'on peut donc appeler aussi articulation glissante. En effet, chez la plupart des individus, les surfaces articulaires sont essentiellement plates. Chez certains individus, elles sont cependant parfois convexes ou concaves. Cependant, en raison de la prédominance des surfaces articulaires planes, les roulements ne sont pas possibles. Et donc on se trouve un peu dans le cas du livre que nous avions décrit lors de la première présentation. Le livre peut bouger sur la surface plane, c'est-à-dire qu'il peut ici bouger suivant les deux axes de la surface plane, et il peut effectuer une rotation autour d'un axe perpendiculaire
à la surface plane. Et donc c'est également le cas au niveau de l'articulation acromio-claviculaire. Et si maintenant nous passons à l'articulation scapulo-thoracique, qui comme je le disais n'est pas une véritable articulation, les mouvements principaux de la scapula sur les côtes sont de trois types. Il y a les mouvements d'élévation-abaissement, donc c'est un glissement vertical de l'omoplate sur le gril costal, et il a une amplitude d'environ 10-12 cm. Donc le mouvement peut s'effectuer sur environ 10-12 cm. C'est ce qui vous est illustré dans la partie A de la figure. Ensuite, dans la partie B, vous voyez ce qu'on pourrait appeler le mouvement d'abduction de l'omoplate. D'autres individus appellent ça l'antépulsion, rétropulsion de l'omoplate. Donc, cela dépend un petit peu de la nomenclature et du livre que vous allez trouver. Et donc, il s'agit en fait d'un glissement médiolatéral de la scapula sur le thorax. Il a une amplitude de 45 degrés, soit environ un déplacement de 15 cm de l'omoplate. Et puis nous avons ce qu'on appelle la rotation médiolatérale de la scapula, ce qui vous est présenté en C, c'est-à-dire que le centre de rotation se trouve juste en dessous du milieu de l'épine de la scapula. Ce mouvement est appelé également sonnette, et l'amplitude globale de la rotation latérale est de l'ordre de 45 degrés, et la rotation médiale peut, elle, atteindre 20 à 35 degrés, suivant les individus. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le mouvement d'abduction de l'omoplate. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment une articulation comme l'articulation acromio-claviculaire, qui est une articulation plate qui n'autorise que des glissements, comment est-ce qu'avec une articulation qui donc n'autorise que des glissements, on peut provoquer un mouvement de rotation de l'omoplate. En fait, si vous regardez l'articulation acromio-claviculaire, en fait, vous remarquez que c'est une articulation qui est inclinée. Et donc, cela veut dire que quand l'acromion glisse sur la clavicule, elle peut provoquer un mouvement de rotation de l'omoplate, comme c'est illustré sur la partie gauche de la figure, où vous voyez en jaune la position médiane de l'omoplate, et simplement par ce glissement au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, bien, on va pouvoir provoquer une rotation de l'omoplate vers l'avant et vers l'arrière. Et donc, l'amplitude, comme on l'a déjà dit, elle est de l'ordre de 60 degrés, ce qui autorise un déplacement de l'omoplate de l'ordre de 15 à 20 cm. En fait, à côté des trois mouvements principaux de l'omoplate que nous avons vus, donc l'élévation, abaissement, l'abduction et la rotation médiolatérale, il existe encore deux petits mouvements que l'omoplate peut réaliser. Donc, c'est un mouvement de rotation interne et externe, qui est donc un mouvement de l'omoplate autour de l'axe qui vous est montré ici, donc de l'axe longitudinal de l'omoplate. Et puis il y a également un basculement de l'omoplate, c'est-à-dire que la partie inférieure de l'omoplate peut soit se décoller du gril costal, soit se coller contre le gril costal. C'est donc un mouvement de rotation autour de l'axe longitudinal de la clavicule, et qu'on appelle en anglais également un tilting. Alors, l'amplitude de ces mouvements, eh bien donc la rotation interne-externe, elle est due donc, comme on l'a dit, à un mouvement pivotant
pivotement autour d'un axe vertical, donc c'est ce que vous avons illustré sur la partie B de la figure, et l'amplitude maximum de ce mouvement est de l'ordre de 5 degrés, donc c'est un petit mouvement. Et le basculement de l'omoplate est dû à un pivotement autour du long axe de la clavicule, de l'axe longitudinal de la clavicule, et son amplitude est de l'ordre de 20 degrés maximum. Et donc, lorsqu'on regarde maintenant les mouvements d'élévation et d'abaissement de la scapula, on va remarquer que ces mouvements, en fait, sont liés à un mouvement conjoint de l'articulation sternoclaviculaire et de l'articulation claviculaire. Et donc, lors de l'élévation de la scapula, qui est le premier mouvement que nous avions vu de la scapula, au niveau de l'articulation SC, il y aura un mouvement d'élévation de la clavicule, et au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, il y aura un mouvement de rotation médiale de l'omoplate. Alors si je regarde maintenant le mouvement d'abduction de la scapula, il est également dû à une combinaison d'un mouvement au niveau de l'articulation sternoclaviculaire et au niveau de l'articulation acromoclaviculaire. Donc au niveau de SC, il y a un mouvement d'antépulsion de la clavicule, alors qu'au niveau de AC, il y a un mouvement de rotation interne de l'omoplate. Le mouvement de rotation médio-latérale de la scapula est lui aussi une combinaison d'un mouvement au niveau de l'articulation sternoclaviculaire et acromioclaviculaire. Donc au niveau de SC, il y a un mouvement d'élévation de la clavicule, et au niveau de AC, il y a un mouvement de rotation latérale autour d'un axe antéro-postérieur. Passons maintenant à l'articulation scapulo-humérale, appelée également articulation gléno-humérale. Les mouvements au niveau de cette articulation sont tout d'abord la flexion-extension, qui est un mouvement du bras dans le plan sagittal, donc autour d'un axe qui est perpendiculaire au plan sagittal. Puis nous avons les mouvements d'abduction, qui est un mouvement qui se fait autour d'un axe antéro-postérieur, c'est-à-dire un axe qui est perpendiculaire au plan frontal. Et puis nous avons la rotation interne-externe qui se fait suivant l'axe longitudinal de l'humérus. Alors décrivons maintenant un peu ces trois mouvements un peu plus en détail. Alors au niveau de la flexion-extension, vous voyez ici une vue latérale de l'articulation scapulo-humérale droite dans le plan. Donc, c'est un mouvement qui va se faire dans le plan sagittal. Dans ce mouvement, la tête de l'humérus effectue un mouvement de roulement sans glissement. Donc c'est une rotation pure de la tête humérale dans la cavité glénoïde. Alors lors de ce mouvement, certaines structures ligamentaires vont être étirées. Donc tout d'abord la capsule postérieure, ensuite le ligament capsulaire inférieur, et pour finir le ligament coraco-huméral. Ces trois ligaments donc, vont être étirés lors de ce mouvement de flexion de l'épaule, enfin pour être plus précis, de flexion de la scapulo-humérale. Alors maintenant on peut regarder le mouvement d'abduction de la scapulo-humérale. Donc vous voyez ici une représentation de cette articulation dans le plan frontal. Lors du mouvement d'abduction, il y a à la fois un mouvement de roulement et un mouvement de glissement. Alors durant ce mouvement, une série de structures
vont être étirés. Tout d'abord le ligament capsulaire inférieur, noté LCI ici, et qui va soutenir la tête humérale un peu comme dans un hamac. Et puis il y a le ligament capsulaire supérieur, SCL sur le schéma, qui est étiré en raison de la traction exercée par le muscle supraépineux euh, qui se contracte et qui lui est attaché. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a un mouvement de glissement dans l'articulation scapulo-humérale lors d'un mouvement d'abduction? Eh bien, on va expliquer ça sur la diapositive suivante. Donc, imaginez ici qu'il n'y aurait pas ce mouvement de glissement et qu'on laisserait la tête humérale se déplacer librement dans la cavité glénoïde. Ce qu'on observerait, c'est que pour un mouvement d'abduction de 22 degrés, la tête humérale remonterait d'environ 1 centimètre et viendrait donc à ce moment-là comprimer le contenu de l'espace sous-acromial. De plus, sans ce glissement vers le bas, le mouvement serait bloqué à environ 25 degrés, donc on ne pourrait pas faire une abduction de plus de 25 degrés parce que la tête humérale viendrait donc taper contre la cramion, taper entre guillemets contre la cramion, et le mouvement ne pourrait pas aller plus loin. Et donc ce glissement va permettre, grâce à la tension qui va être exercée dans les ligaments, va permettre de faire glisser la tête humérale vers le bas et donc de permettre le mouvement d'aller plus haut sans comprimer l'espace sous-acromial. Alors je peux maintenant regarder ce qui se passe lors de la rotation interne et externe. Donc ce que vous avez ici, c'est une vue d'en haut, donc c'est une coupe dans le plan transverse de la tête de l'humérus. Et vous voyez que sur le schéma qui vous est présenté ici, que lors d'une rotation externe, par exemple, eh bien, comme lors de l'abduction, il va y avoir à la fois un mouvement de roulement et un mouvement de glissement au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Et les structures ligamentaires qui vont être étirées ici sont d'une part le ligament capsulaire antérieur et d'autre part la capsule postérieure. Alors, voyons maintenant quelles sont les amplitudes des mouvements globaux au niveau de l'épaule. Et commençons par l'amplitude en abduction. Alors ici, on parle vraiment d'amplitude globale de l'épaule, c'est-à-dire que c'est la combinaison de mouvements au niveau de la scapula. Ces mouvements au niveau de la scapula sont eux-mêmes liés à l'articulation acromioclaviculaire et à l'articulation sternoclaviculaire, et les mouvements également au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Et donc, les mouvements d'abduction en général vont être une combinaison de ces différents mouvements. Alors, l'amplitude générale d'un mouvement d'abduction, il est de 180 degrés pour l'abduction et il est de 45 degrés pour l'adduction. Donc, ces valeurs, c'est par rapport à la position anatomique. Donc, je peux élever le bras jusqu'à la verticale quand je monte mon bras dans le plan frontal, et dans l'autre sens, je peux réaliser donc en adduction un mouvement d'environ 45 degrés. Alors, si je regarde le mouvement d'abduction, comment est-ce que ce mouvement est organisé? Eh bien, entre 0 et 90 degrés, c'est surtout un mouvement d'abduction qui se fait au niveau de la scapulo-humérale, donc de la gléno-humérale. Et puis, entre 90 degrés et 160 degrés,
il s'agit d'une rotation médio-latérale de la scapula, donc en fait un mouvement de sonnette externe qui est réalisé. Et une fois qu'on arrive à 160 degrés, qui est donc représenté ici par le bras en rouge, eh bien, on va à ce moment-là réaliser une inclinaison du rachis, une inclinaison latérale du rachis, pour gagner encore 20 degrés en amplitude. C'est ce que je vous ai montré sur le petit schéma à droite. Alors, si je regarde maintenant l'amplitude articulaire de l'épaule dans le plan sagittal, c'est comme en adduction, il s'agit d'une combinaison de mouvements entre la scapula et entre l'articulation gléno-humérale. Et donc, si cette amplitude générale, elle en antépulsion, c'est-à-dire en flexion, cette amplitude est d'environ 180 degrés, et en rétropulsion, appelée aussi extension, on a une amplitude d'environ 40 degrés. Alors il faut savoir que si on bloque la scapula et on empêche la scapula de bouger, eh bien on va pouvoir réaliser un mouvement de flexion d'environ 50 degrés et un mouvement d'extension d'environ 25 degrés. Donc si je parle d'abord de l'extension, entre 25 et 40 degrés, il y aura donc un basculement de l'omoplate pour permettre de gagner encore 15 degrés en amplitude. Si je vais maintenant vers le mouvement de flexion, donc je vous disais, si on bloque la scapula, on peut réaliser un mouvement d'environ 50 degrés. Si la scapula est libre, eh bien, il y a alors moyen de monter jusqu'à 160 degrés, donc de monter le bras en flexion jusqu'à 160 degrés. Et comme dans l'abduction, on peut encore gagner 20 degrés en provoquant une inclinaison du rachis. Et donc, au niveau maintenant de la rotation externe et interne de l'épaule, euh, on peut noter qu'il y a environ, pour ce qui est rotation interne, une amplitude de 90-95 degrés, et pour ce qui est de la rotation externe, une amplitude de 85 à 90 degrés. Et donc, le mouvement de rotation de l'épaule est principalement dû à une rotation de l'humérus autour de son axe longitudinal, comme c'est illustré sur la partie droite de la diapositive. On note également en fin de course, dans les derniers degrés, un basculement de l'omoplate, un tilting de la scapula, comme on dit en anglais, qui met en jeu donc l'articulation scapulo-thoracique. Donc le principal mouvement est lié à une rotation de l'humérus. Voilà, ceci termine donc la partie cinématique articulaire de l'épaule. Je vous retrouve dans la présentation numéro 2 pour que nous puissions discuter des actions musculaires lors